change une vie. Personnellement, ce sera Le Pacte des marchands de Pierre Bottero. L'héroïne, Elana Caldin, encore enfant, ne cesse de poser des questions. Que deviennent les rêves qui meurent? Pourquoi va-t-on dans le sens contraire des nuages? Et là où tout autre parent, au bout d'un moment, aurait dit « Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ?» La mère d'Elana, Isaiah, lui répondait toujours « Il y a deux réponses à cette question, comme à toutes les questions. La réponse du savant et celle du poète. Laquelle veux-tu en premier ?» Cher public, cher jury et chers contradicteurs, permettez-moi de rendre hommage à cet écrivain parti trop tôt. À la question « Les opposés s'attirent-ils » je vous répondrai oui, mais oui, du point de vue du savant et du point de vue du poète. D'une part, le savant définirait les contraires comme étant directement opposés. Il définirait également l'attraction comme l'effet d'une force qui attire, qui rapproche deux objets. J'en appelle donc à vos vieux souvenirs du lycée et principalement les cours de physique-chimie. Ne vous inquiétez pas les littéraires, je ferai tout pour abréger votre calvaire. Un aimant est un matériau naturellement magnétique. Il est composé d'un pôle nord et d'un pôle sud. Une ligne magnétique passe du pôle nord vers le pôle sud. Lorsque un pôle nord est contre un pôle sud, les lignes magnétiques forment ce que l'on appelle un ponton. Lorsque deux pôles nord ou deux pôles sud sont face l'un à l'autre, les lignes magnétiques ne peuvent s'accorder. C'est pour ça qu'on dit que les pôles identiques se repoussent et les pôles opposés s'attirent. Mais puisque rien ne vaut la preuve à la démonstration, jusque-là, vous savez, deux aimants, pôle nord, pôle sud. Ah, et ça, c'est pas beau. C'est QFD. D'autre part, le poète définirait les opposés exactement comme le savant, directement contraire. Mais il définirait l'attraction comme le sentiment de quelqu'un qui est séduit. Nous allons donc parler d'amitié, d'amour, d'attraction physique ou émotionnelle. Bref, de bons sentiments enrobés de guimauve et saupoudrés de paillettes. Je suis absolument persuadée que vous avez au moins rencontré une fois dans votre vie un couple dont les personnalités étaient diamétralement opposées, qui sont mal assortis. Pourquoi? C'est une bonne question. Peut-être est-ce simplement l'attrait de la nouveauté, l'envie de dépaysement. Après tout, un être humain plongé dans son train-train quotidien, métro, boulot, dodo, finit par s'ennuyer. Il est fait pour découvrir, pour voyager, pour s'amuser, tout simplement. Et avoir un opposé dans sa vie, c'est lui permettre d'explorer de nouveaux horizons. Certains me diront que la plupart des couples ne sont pas opposés, que les couples opposés ne sont qu'une petite minorité. Alors à ces personnes, je répondrai avec toute la politesse dont je puisse faire preuve que vous avez tort. D'abord, parce qu'il y a une surreprésentation des couples opposés dans les œuvres de fiction. Je demande votre participation, s'il vous plaît. Qui ici a déjà vu un Disney? Merci, ça fait 100% de la salle, parfait. Laissez-moi faire donc une liste non exhaustive des couples, amis ou amants, dans les Disney. Nous avons Le Prince et Cendrillon, Rox et Rookie, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard, Ariel et Eric dans La Petite Sirène, Jude et Nick dans Zootopie. Je peux continuer encore comme ça longtemps, très longtemps. J'irai même encore plus loin. Nous pouvons aller dans d'autres œuvres culturelles plus classiques, de la pop culture, Han Solo et la princesse Leia dans Star Wars, Troy et Gabriella dans High School Musical. Ne riez pas, je suis sûre que vous l'avez tous vu au moins une fois. Princesse Mononoke. Nous pouvons aller dans des œuvres beaucoup plus classiques. Rose et Jack dans le Titanic. Nous en avons parlé dans la précédente plaidoirie.
Frank Farmer et Rachel Marron dans Bodyguard, Edward et Viviane dans Pretty Woman, et les gouttes vieux, que voulez-vous. Nous pouvons également passer à la littérature. Nous avons Ron et Hermione dans Harry Potter, Katniss et Pita dans Hunger Games, Octave Mouret et Denise Baudou dans Au bonheur des dames, le vicomte de Valmont et la présidente de Tourvel dans Les liaisons dangereuses. Et surtout, comment ne pas finir sur ce couple mythique, Roméo Montaigu et Juliette Crépus. Vous en avez tous entendu parler. Mais si nous voulons prendre un exemple un peu plus proche de nous, l'amitié ou l'amour entre privatistes et publicistes. Et oui, cette combinaison hors du commun existe. Le couple de Monsieur et Madame Le Breton en est la preuve. J'irai même plus loin. Dans les mythes anciens, le couple opposé est une sorte de passage obligé. On a souvent le mariage de la terre et du ciel. Dans la Théogonie d'Hésiode, Gaïa, la titanide de la terre, épouse son fils, que vous voulez-vous, l'inceste, hein? Donc épouse son fils, Ouranos, le titan du ciel, ils engendreront des titans qui eux-mêmes engendreront les dieux grecs, ce qui conduira à la création des êtres humains. Dans la mythologie égyptienne, c'est la déesse, c'est le dieu Geb, dieu de la terre, qui épouse la déesse Nout, la déesse du ciel, qui donneront naissance à 4 dieux primordiaux, Osiris, le premier pharaon d'Égypte, Isis, Nephthys et Seth. De plus, le Taijutsu est la philosophie chinoise du yin et du yang. Le yin, représenté par le noir, incarne le féminin, la terre, l'hiver, l'automne et la nuit. Il est le principe passif. Dans le yang, représenté par le blanc, c'est le masculin, le ciel, l'été, le printemps et le soleil. Il incarne le principe actif. Passons sur le côté quelque peu sexiste de la notion. Ce qui nous intéresse là-dessus, c'est que le mariage entre ces deux notions opposées forme une parfaite harmonie. Et cette harmonie, parfois, conduit à une interdépendance. Il ne peut y avoir de juge sans délinquant, il ne peut y avoir d'escroc sans pigeon. Et cette interdépendance, cette attraction incontrôlée, c'est précisément ce qui fait le charme de la relation entre Batman et le Joker dans les comics. Batman existe parce que le Joker commet des crimes. Le Joker existe parce que Batman est là pour l'arrêter. Dans The Dark Knight Returns de Frank Miller, quand Batman, vieillissant, dépose son costume, le Joker décide de rester tranquillement dans l'asile d'Arkham parce qu'il ne veut plus commettre de crimes. Quand Batman sort de sa retraite, le Joker décide de s'enfuir et d'affronter son ennemi toujours. Par ailleurs, il y a un certain intérêt à avoir des opposés dans la vie. Tout bon manager vous dira que, eh bien, dans une équipe, il faut un chef qui est fait pour cheffer et un exécutant. On peut aussi prendre un étourdi qui permettrait au sérieux de se dérider, et le sérieux permettrait de rappeler quelques petites choses à l'étourdi. Un intellectuel et un sportif permettraient d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais concluons sur un exemple un peu plus personnel. Je suis un ventre sur pattes. J'apprécie donc particulièrement aller au restaurant avec certaines de mes amies, Manon, n'est-ce pas, qui ont un appétit d'oiseau. Et à la fin, quand elles sont là, oui, elles n'ont pas fini leur assiette. Oh, quel dommage! Bon, ce sera du gâchis de laisser ça comme ça. Bon, il faut bien que quelqu'un se dévoue. En conclusion, je dirais que les opposés, c'est comme le sucré salé en cuisine. Un mariage de prime abord, un peu farfelu, mais qui est un véritable délice pour les papilles. Cher jury, cher public,
J'espère que la réponse du savant et la réponse du poète auront réussi à vous convaincre que oui, les opposés s'attirent. Je laisse donc la parole à mon cher contradicteur qui va tenter de prouver le contraire. Merci beaucoup. Les opposés s'attirent-ils? Cher public, cher jury, chère contradictrice, Pan le satire, satire Labour, les amants s'attirent, s'attiraient bien, mais les opposés s'attirent, comme dirait Dédé, sérieux. Et Dédé n'en est pas à son coup d'essai en matière d'attirance. La chèvre de M. Seguin, la poule du coin, mais sa femme, jamais. Il ne faudrait pas se risquer sur le bizarre de l'opposé. En matière d'attirance, rien n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. On nous dit que les opposés s'attirent, c'est faux. Demandez à Sandrine Rousseau et Depardieu. Non, je vous le dis, les opposés ne s'attirent pas. En effet, les opposés n'existent pas et l'attirance mutuelle n'est pas un déterminisme. C'est pourquoi, comme le dirait un petit être dans un marais se prenant pour un grand maître Jedi, non, Luc, pas opposé, juste opposé dans ton esprit. Nous rappelons ainsi la relativité des opposés. Pour rester un temps encore dans cet univers, Luc, tu apprendras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre point de vue. Vous rappelant ainsi, chère contradictrice, qu'il ne faut pas négliger d'ouvrir les yeux sur la réalité qui vous entoure. Voyez les bancs, voyez l'estrade, ils se font face, ils sont opposés, mais dans cette réalité, ils ne sont pas attirés. De même, les murs de cette fac, qui sont opposés, ne s'attirent pas. Dieu merci. De même, la notion d'opposition matérielle est critiquable, car elle dépend d'un référentiel. Par exemple, déplacer la caméra, vous n'aurez pas deux opposés, mais un confondu. L'opposition matérielle ne permet donc pas l'attirance. Cependant, il n'existe pas que la matière dans la vie. C'est pourquoi je vous demande de penser à la personne qui vous est la plus opposée. Souvenez-vous du mouvement de malaise, du mouvement de dégoût, du haut le cœur, en entendant ou voyant cette personne. Pensez-y, pensez-y. Comment peut-elle exister? Est-ce encore un être humain? Ça a le droit de vote? Si vous visualisez cette personne, ce n'est pas seulement une personne différente de vous, comme n'importe qui d'autre. Elle vous est opposée. Et c'est pourquoi, ainsi que je le disais, l'opposition n'est pas une simple différence. Soyons vigilants, vous et moi, sur l'emploi de la notion d'opposition. L'on peut distinguer 4 types d'opposition, dont je ne citerai que les 2 plus connus. La contrariété et la contradiction. Dans la première, tout est opposé. Un exemple, tout amour est bon et tout amour est mauvais. Et dans la seconde, une partie a failli être vraie. Au moins un amour est bon et tout amour est mauvais. Pour la contrariété, il ne s'agit pas d'une incompatibilité qui rendrait l'autre attachant, mais bien une opposition complète. Rien ne nous lie à l'autre. Vous pourrez penser d'abord au caractère, rien ne lie nos 2 caractères, au physique. Mais en réalité, à bien y regarder, si l'on est opposé en tout à l'autre, si l'on est opposé en tout par rapport à l'autre, il ne peut pas exister. Pourquoi? Depuis Descartes, je sais que j'existe. Nous en avons tous l'intime conviction, nous existons. Bien. L'opposé de l'être, donc de l'existence, c'est le néant. L'autre est mon opposé. Qu'est-il donc? Le néant, il n'existe pas. L'opposition absolue n'existe donc pas. Mais vous avez forcément un point commun avec votre voisin. Un orteil, un cerveau, quoique, une passion pour le Scrabble peut-être. Et il est évident, chère contradictrice, que nous avons des choses en commun, vous et moi. Pourtant, il existe des domaines où nous sommes opposés. Osez me dire que vous êtes attiré par le ionien attique du 5e siècle avant Jésus-Christ, ou encore par le droit administratif et le fameux rire de celui qui l'enseigne. Évidemment. Ce n'est un secret pour personne
la notion d'opposition n'est pas aussi binaire que je vous l'ai présenté d'abord. Nous avons des points communs. Et ce sont ces points communs qui nous attirent, car ce qui se ressemble s'assemble, comme dit le proverbe. Si vous avez été attiré par quelqu'un ou quelque chose, c'est parce que vous aviez des choses en commun. Au moins la situation géographique. Si vous n'avez rien en commun, la barrière de l'opposition est trop forte. Sans langue en commun, sans centre d'intérêt, sans trait de caractère, il n'est pas d'attirance. Notez bien la différence. Pas l'opposition, car l'opposition entraîne un rejet de l'autre. Pas son attirance, entraîne le rejet de l'autre, pas son attirance. Par contre, la différence joue un rôle dans les relations humaines. Si nous étions tous pareils, nous serions narcisses. En effet, refuser la différence, c'est simplement être trop amoureux de soi pour oser connaître quelqu'un d'autre. Je ne vous dirai donc pas d'être narcisse. Je vous demanderai cependant d'être critique. Car nous passons maintenant à la deuxième partie de ma démonstration. Je vous disais au début que l'attirance mutuelle n'est pas déterminée. Et cela à cause du sujet. Il me semble, chère contradictrice, que la forme de l'attirance est la forme réflexive du verbe. Ce qui souligne le fait que l'attirance doit être mutuelle. Pas seulement d'être moi attiré par quelqu'un ou quelqu'un être attiré par quelqu'un d'autre, mais mutuelle. Je ne nie pas l'attirance comme force, je réfute simplement son caractère mutuel ainsi que je le disais, surtout concernant les opposés. Prenons quelques exemples. La force d'attraction existe bel et bien entre deux astres. Mais si deux forces s'exercent, il faut reconnaître qu'une prime sur l'autre. La Terre, bien qu'exerçant son attraction sur le Soleil, tourne autour de lui et pas le contraire. De même, dans les relations humaines, les deux degrés d'intérêt ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. La technique du « je t'ai trompé parce que je t'aimais », ça ne marche plus. C'est écrit dans mon livre. Je reconnais que l'on se plaît à penser à un autrui différent et fantasmé. Qui n'a jamais pensé à quelqu'un de différent ? Oh, si j'étais avec quelqu'un de différent, ce serait mieux. Oh, il a un particularisme, il est sympathique, il est exécrable. Mais en réalité, ce qui pouvait nous laisser croire à un sentiment d'attirance, après 20 ans de mariage, vous en conviendrez qu'il s'agit plutôt d'une torture. Pour conclure, je veux vous réveiller. Nous sommes habitués aux formules toutes faites, aux phrases choc. Cependant, nous ne devons pas nous laisser endormir par le déterminisme des mots. La novlangue, invention de George Orwell en 1984, nous avertit que la simplification d'une langue entraîne l'appauvrissement de l'esprit. Et c'est à mon avis la limite du sujet. J'aurais beau vous répéter que les opposés ne s'attirent pas, qu'il est dégradant de porter un regard sur l'autre au travers du prisme de l'opposé. Si vous entendez cette ineptie dans la rue, vous n'aurez pas l'envie, la force, que dis-je, le culot civique, de vous opposer à cette imposture qu'est l'attirance des opposés. Merci de m'avoir écouté. Chers contradicteurs, je suis en partie d'accord avec certains de vos arguments. En partie. Alors, veuillez m'excuser d'abord. Ma formation de S, ça fait un frisson dans le dos tout d'un coup. Peut-être pas sur le même point. Nous allons voir. Vous avez parlé du néant et de la matière. Et le contraire de la matière, ce sera le néant. C'est bien ça. C'est l'antimatière, créée dans le CERN, notamment. Et, bien malheureusement, votre exemple ne marche pas parce que la matière et l'antimatière s'attirent. Je suis navrée. Ensuite, vous avez dit qu'il ne pouvait y avoir d'attirance sans point commun. Et que donc deux opposés ne pouvaient pas s'attirer, puisqu'ils sont opposés en toutes choses. C'est bien ça. Je parlerai donc plutôt de l'opposé dans le sens du miroir. Après tout, dans un miroir, nous voyons notre image opposée. Mais il y a forcément un axe de symétrie qui ne change jamais.
Vous coupez le corps en deux, tout simplement, juste ici. C'est le même axe décimétrique. Donc, un opposé, pour moi, n'est pas forcément quelqu'un sans point commun avec un autre. Simplement, les points de différence, les points opposés, sont beaucoup plus nombreux que les points communs. Et enfin, vous avez dit que, au bout de 20 ans de mariage, quand on était attiré au tout début par l'autre, au bout d'un moment, c'était une torture à cause de ces différences. Je dois d'ailleurs vous rappeler que le sujet, c'est les opposés s'attirent-ils, ce n'est pas les opposés vivent-ils heureux ensemble. Roméo Montaigu et Juliette Capulet ne peuvent que le dire, ils en sont morts. C'est triste à dire. J'aimerais ajouter un tout petit contre-argument, et je comprendrai que vous ne me suiviez pas là-dessus. Quand on regarde le dictionnaire des antonymes, l'attirance est le contraire du coup du dégoût, de l'aversion, de la répugnance. Mais il y a aussi le contraire de l'éloignement et de l'indifférence. C'est-à-dire, et je comprendrai que vous ne me suiviez pas dans ma rhétorique, que la haine envers quelqu'un, ce serait une forme d'attirance. Puisque le contraire de l'attirance serait l'indifférence. Et là, je citerai la relation magnifique entre Voltaire et Rousseau. Je vous assure, si vous lisez les textes de l'époque, ils avaient un point commun, bon, la philosophie. Le reste, Rousseau avait une vision contre les privilèges, ce genre de choses. Voltaire était l'ami des puissants, donc les privilèges, il les appréciait. Même s'il voulait tout de même limiter certaines choses, faire une répartition plus juste. Et ces deux-là ne pouvaient pas se cadrer. Ils se battaient à chaque fois, dès qu'ils se voyaient. Pourquoi? Ils auraient simplement pu passer leur chemin et faire bon, bah, salut, au revoir. Non. Ils s'attirent, mais dans leur haine mutuelle. C'est tout ce que j'avais à dire, cher contradicteur. Chère contradictrice, vous avez évoqué une chose intéressante avec les aimants. Eh bien, chère contradictrice, vous serez heureuse d'apprendre qu'il existe deux pôles. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe deux pôles, le pôle magnétique et le pôle géographique. Et donc, pourquoi ces deux pôles? Parce qu'en réalité, quand vous suivez votre boussole, vous avez l'impression d'aller au pôle nord géographique, là où vous voulez réellement aller. Et de même, lorsque vous faites une randonnée et que vous vous servez d'une carte, vous avez besoin de corriger ce qu'on appelle un azimut, une direction. Cependant, je pense qu'un peu à la manière de quelqu'un qui ne corrigerait pas cette direction sur une carte, avec les aimants, vous visez le pôle magnétique alors que l'on cherchait le pôle géographique. Concernant ensuite la séduction, l'attirance, rien de particulier de ce point de vue-là. Je pense l'avoir démontré assez dans ma plaidoirie. On peut s'amuser, mais pas avec des gens qui nous dégoûtent. Ensuite, j'ai entendu pléthore de références. Je suis moi-même impressionné. Non pas que je sois particulièrement cinéphile, mais tout le point commun entre toutes les œuvres que vous avez citées est justement qu'elles sont des œuvres de fiction. Et qu'une œuvre de fiction peut être inspirante, mais qu'elle n'en demeure pas moins une fiction. Elle n'est point réalité. Un peu de manière un peu théâtrale, je pourrais vous répondre « Your fake news ». Cependant, un point qui m'a plus intéressé, la parfaite harmonie des notions les unes entre elles. L'attraction incontrôlée, la nuit et le jour, les dieux et déesses des mythologies antiques. Eh bien, je vous répondrai que cela encore est une question de point de vue. Que je préfère voir le hasard là où vous appelez de vos voeux un esprit scientifique, pseudo-scientifique. Et je vous répondrai que la nature n'aime tout simplement pas le vide, et que s'il y a une chose, il existe nécessairement son contraire,
et que son contraire sera créé, mais que les deux n'ont pas une relation d'attirance. Ils n'ont pas vocation à se rencontrer. Par contre, ils ont vocation à être créés tous les deux. En ce qui concerne le sucré-salé, j'aimerais vous demander de considérer que le sucré-salé soit une alliance contre nature. Non pas par goût personnel, mais tout simplement parce que, à moins que l'on vienne me dédire, le sucré-salé n'existe pas à l'état naturel. Bon, je suis tout à fait ouvert à une contradiction sur ce point. Ensuite, concernant la petite bévue que j'ai commise entre la matière et le néant, je dois vous avouer que j'ai hésité entre deux mots, la matière et le chaos. Et donc je me permets de faire un erratum, c'est bien le néant qui est opposé au chaos, et non pas, et je ne vous parle pas en termes scientifiques, je vous parle en termes mythologiques. Vous me présentez ensuite l'axe de symétrie. Chère contradictrice, avez-vous écouté ? Avez-vous écouté ? À partir du moment où une opposition est totale, il n'existe pas de glace. Nous sommes dans un référentiel qui n'existe pas. Et pour en venir à ma sortie un peu pour votre thèse par rapport à l'attirance sur l'axe du temps, j'aimerais vous demander justement dans le temps, les amoureux sont-ils amoureux encore dans la mort ? Je n'en suis pas certain. Et tout de même, par rapport au contraire qui pourrait sembler attirant, en réalité, je pense que ce sont des souffrances qui sont dissimulées par amour. Pesez bien ce que je vous dis. Si l'on aime, on est prêt à aimer même les défauts, même ce que l'on déteste chez l'autre. Ce qui peut sembler à premier abord méprisable. Combien de dictateurs ont eu des femmes ? J'espère pour au moins une ou deux consenties. Et non, sur l'axe du temps, je ne vous suis pas. Par contre, là où je vous suis volontiers, c'est sur l'indifférence et sur la haine. Vous me parlez d'indifférence, mais je ne vous ai pas parlé de haine. L'indifférence, certes, ce n'est pas le dégoût. Enfin, oui, excusez-moi, c'est le dégoût. S'il y a une haine, il y a une attirance, certes. Mais pour parler de Rousseau, savez-vous comment sont-ils placés dans la mort, Rousseau et Voltaire ? Face à face, en opposition. Merci.